Que ce soit dans la littérature scientifique ou dans la communauté des coureurs, le terme de VMA il s'est un peu imposé comme l'indicateur de référence. Aujourd'hui, n'importe quel débutant en course à pied aura envie de calculer puis d'améliorer cette fameuse VMA, croyant que c'est la valeur ultime pour performer en course à pied. Dans cette vidéo, je vais tenter de nuancer l'importance de la VMA, je vais vous expliquer d'où ça vient et vous montrer des résultats d'études scientifiques intéressantes pour finalement essayer de vous proposer une alternative à la VMA pour calculer vos allures d'entraînement. Juste avant d'aller plus loin, sachez que tout cela est le fruit de ma réflexion, je vous encourage à donner votre avis dans les commentaires, mais comme d'habitude avec votre meilleure bienveillance. Pour comprendre la VMA, il faut d'abord se pencher sur un autre concept que vous connaissez tous, la VO2 max. Tout simplement parce que la VMA, ou la vitesse maximale aérobie, c'est une dérivée de la VO2 max. Alors qu'est-ce que c'est que la VO2 max ? Lors d'un effort physique, nos muscles, ils ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Cet oxygène, apporté par les poumons par le biais de la respiration, est transporté jusqu'aux muscles par le sang au moyen des globules rouges. La VO2 max représente le débit maximal d'oxygène que peut consommer l'organisme lors d'un effort. En d'autres mots, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps est capable d'extraire de l'air puis de transporter jusqu'aux fibres musculaires. En d'autres mots, c'est l'efficacité du moteur et à quel point ce moteur il est capable de pomper de l'oxygène. La VO2 max se mesure en millilitres par minute et afin de permettre une comparaison entre les gens, souvent on la rapporte au poids, donc en millilitres par minute par kilogramme corporel. La VO2 max est une valeur qui se calcule en laboratoire lors d'un test d'effort sur tapis par exemple, alors que la VMA elle peut s'estimer sur le terrain avec un test léger bouché ou sur un effort maximal de 5 à 7 minutes. On peut aussi estimer la VMA avec les chronos d'un coureur qui ont été réalisés dans de bonnes conditions, par exemple du 1500 mètres au 10 km, mais on peut même utiliser des temps sur semi et même sur marathon si l'athlète est très endurant. La VO2 max a donné naissance à un indicateur que nous connaissons tous, donc la VMA ou encore VAM pour les Québécois et la MAS pour les anglophones. La VO2 max a souvent été considérée comme la donnée physiologique de choix pour déterminer les performances d'endurance et pas seulement par les entraîneurs, coureurs ou blogueurs, mais aussi par de nombreux scientifiques. La VO2 max est-elle une mode ? Oui et non. D'abord non, parce que la VO2 max c'est effectivement un concept physiologique important qui peut avoir son intérêt. Mais j'ai aussi envie de dire oui, parce que la VO2 max, elle a connu, pour une raison un peu obscure, une popularité démesurée, comme le démontre l'accroissement des recherches Google depuis 2017. Mais c'est pas la première fois qu'un concept physiologique y monopolise comme ça l'attention, puisqu'au cours des années 70, 80, 90, la même fixation avait été portée sur le seuil anaérobique ou lactate. À l'époque, avec la possibilité nouvelle de tester le lactate sur le terrain, la recherche était centrée sur les moyens d'améliorer le seuil de lactate et les différentes méthodes pour le tester. Du coup, les entraîneurs ont également créé plein de façons d'utiliser les tests de lactate pour orienter l'entraînement de leurs athlètes. Le truc sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'à chaque fois que quelque chose de nouveau apparaît, il devient leur surestimé avant qu'en général il reprenne sa place juste qui lui revient. Est-ce qu'on est en train d'assister au même phénomène avec la VO2 max et par extension la VMA ? C'est un peu ce que je crois. Et je vais essayer de vous le démontrer. Premier problème, c'est que pour mesurer la VO2 max, les physiologistes ils attendent d'observer un genre de plateau de consommation maximale d'oxygène. Une fois que le sportif testé il ne peut plus capter d'oxygène supplémentaire, on dit qu'il atteint sa VO2 max. Le problème, c'est qu'il arrive qu'un sportif il puisse pas poursuivre son effort alors qu'il n'a pas atteint un tel plateau. Cette absence de plateau, elle a été démontrée dans une étude sur des cyclistes de classe mondiale, dans laquelle seulement 47% d'entre eux avaient atteint ce fameux plateau. Cela a incité les auteurs de l'étude à déclarer que la limitation des performances pourrait ne pas dépendre de l'oxygène et donc que la VO2 max ne serait pas le facteur limitant leur performance. Ce qui est problématique si tout l'entraînement est orienté à optimiser cette valeur. De plus, ça signifie aussi que la vraie valeur de VO2 max n'est pas connue. Donc, la VO2 max n'est parfois ni une bonne mesure de l'endurance, ni de la résistance à la fatigue et même pas de la performance. Problème numéro 2. La VO2 max n'est pas toujours un bon prédicteur de la performance. En 1998, un physiologiste du nom de Jones a mis en évidence le cas d'un coureur qui a amélioré son chrono de 46 secondes sur 3000 mètres alors que sa VO2 max diminuait en passant de 72 ml par kg par minute à 66. Cela signifiait que sa progression ne s'expliquait pas par une hausse de sa VO2 max. Un autre exemple très parlant, c'est celui de l'ancienne détentrice du record du monde sur marathon. Ce graphique, il montre l'évolution de la VO2 max de Paula Radcliffe entre 1992 et 2003. On voit que sa VO2 max est essentiellement stable autour de 70 ml par kg par minute durant sa carrière.
Pourtant, durant cette période, ces chronos ont littéralement explosé avec ses meilleurs perfs réalisés entre 2002 et 2004. On parle de perfs tels que 8,22 au 3000, 14,29 sur 5000 mètres, 30 minutes 01 sur 10 km et le fameux 2h15 sur marathon qui a été le record du monde pendant une très longue période. Comment expliquer une telle augmentation de ses performances alors que sa VO2 max est restée inchangée? La réponse semble se trouver du côté de son économie de course. Ce graphique représente l'évolution de sa consommation d'oxygène pour la même période à une vitesse de 16 km/h, soit environ 86% de son allure marathon quand elle était à son pic de forme. En d'autres mots, année après année, Paula Radcliffe dépensait de moins en moins d'oxygène à cette allure précise, sans pour autant avoir augmenté sa VO2 max, c'est-à-dire sa capacité maximale à capter de l'oxygène. Savez-vous ce qui s'est passé durant sa fin de carrière? Paula Radcliffe accumulait des semaines entre 192 et 256 km avec un haut volume d'allure spécifique. Dans le cas de Paula Radcliffe, c'est probablement son haut volume d'entraînement qui a entraîné une économie de course accrue, menant à ses excellentes performances en fin de carrière. De plus, s'il est vrai que la VO2 max peut dans certains cas être un bon prédicteur de la performance, il semble que ce soit surtout vrai sur des distances les plus courtes, comme le 1500 mètres par exemple, et de moins en moins vrai à mesure que la distance augmente, avec la plus faible contribution de la VO2 max sur le marathon. En fait, la majorité des articles scientifiques en physiologie de l'exercice que j'ai pu lire, ils évoquent 3 facteurs de la performance. La VO2 max, que l'on a vu, l'économie de course et le seuil anaérobique. Par raison de simplicité, on parlera surtout de VO2 max dans cette vidéo. Finalement, il y a un dernier problème avec la VO2 max, c'est qu'elle semble très peu évoluer saison après saison, notamment chez les athlètes entraînés et parfois même chez des coureurs plus débutants. Précisons que si certaines études démontrent effectivement une évolution de la VO2 max chez certains coureurs, il arrive souvent que ces études s'intéressent à l'évolution durant une seule saison. Or, à mon avis, c'est préférable de comparer des valeurs de VO2 max au fil des saisons, puisque la VO2 max peut fluctuer suite à une pause annuelle par exemple, mais remontera en général très vite à sa valeur initiale, sans pour autant nécessairement connaître un nouveau sommet. Récemment, j'ai commencé à remettre en cause cette pratique de la VMA, VO2 max, etc. D'une part parce que comme on l'a vu, la VO2 max n'est pas toujours un bon prédicteur de la performance, d'autre part elle semble plafonner chez certains coureurs, mais plus important encore, le fait de baser nos allures d'entraînement sur cette valeur sous-entend que c'est la qualité physiologique qui demeure la plus importante à développer, et c'est précisément là où je suis en désaccord. Est-il pertinent de fixer nos allures d'entraînement en se basant sur la VMA qui est une dérivée de la VO2 max? C'est la question que je vous pose, répondez-moi en commentaire, je serais bien curieux de connaître votre avis là-dessus. Donc petit rappel, la VMA, comme je disais, ça correspond à la plus faible vitesse pour laquelle la consommation d'oxygène est maximale, donc quand le coureur a atteint sa VO2 max. Que ce soit en France ou au Canada ou même dans d'autres pays, une grande partie des entraîneurs, dont je fais partie, on base nos allures d'entraînement via un pourcentage de cette VMA. Exemple typique, 6 fois 1000 mètres à 90% de la VMA, soit en théorie autour de l'allure 10 km pour un coureur rapide. Comme on l'a vu avec l'exemple de Paula Radcliffe, ses performances elles ont explosé alors que sa VO2 max elle est restée inchangée. Si c'est vrai pour cet athlète, c'est probablement vrai pour d'autres athlètes. Et fait intéressant, il semble que je ne sois pas le seul à me faire cette réflexion. Je suis tombé sur ce paragraphe de Serge Cottereau, un jeune influenceur français de la course à pied, avec qui je partage de nombreux préceptes de l'entraînement. Si vous vous entraînez selon la VMA constatée lors du test et que celle-ci, pour de multiples raisons possibles, a baissé, votre entraînement sera trop intense et inadapté, et donc d'une efficacité fort aléatoire. Si votre VMA s'est améliorée, votre entraînement sera au contraire insuffisamment intense. Si le parcours n'est pas tout à fait plat, qu'il y a du vent, qu'il fait très chaud, qu'il fait très froid, vous êtes à côté de la plaque, vous vous épuisez à vous efforcer de tenir l'allure programmée. Mais alors, quelle serait une façon efficace pour calculer nos allures d'entraînement? Je pense qu'on peut trouver un bout de réponse du côté d'un célèbre coach sur lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo. Renato Canova parle souvent de travailler à des allures qui entourent notre vitesse de compétition visée. Renato, il suggère que la phase spécifique, c'est la période cruciale pour performer au meilleur de ses capacités, et que pour travailler à l'allure spécifique, il faut courir à un pace compris entre 95 et 105% de la vitesse visée. Prenons le cas d'un coureur visant une performance de 40 minutes au 10 km. Sa vitesse visée, c'est 15 km/h. Ses allures spécifiques seront donc comprises entre 4 minutes 13 et 3,49 du kilomètre. Perso, je crois beaucoup aux allures spécifiques car selon moi, c'est en apprenant à courir au corps à une allure très proche de l'allure de compétition que l'on va développer une endurance spécifique et une bonne économie de course à cette vitesse. C'est ce même principe de spécificité qui explique pourquoi un cycliste de haut niveau, il pourrait même pas rivaliser avec un coureur élite.
L'autre chose dans laquelle je crois, c'est un haut volume d'entraînement, qui est bien sûr relatif à chacun. L'idée, c'est vraiment d'augmenter à chaque saison et ça se combine très bien avec ce principe de spécificité. Maintenant, prenons l'exemple de mon marathon et voyons ensemble comment l'utilisation de chacune de ces méthodes va influencer différemment mon entraînement. Utilisons d'abord le système de VMA. D'après mon estimation, ma VMA se situe autour de 22,1 km/h. Pour travailler autour de ma VMA, il faudrait que je cours à des allures comprises entre 2,35 et 2,51 du kilomètre. Ça me paraît quand même rapide. Premier problème que je vois, c'est que quand je base mon entraînement sur ma VMA, ça me pousse un petit peu en fait à développer ma VMA et ma VO2 max. Ça me pousse à travailler aussi à des allures proches de ma VMA et de ma VO2 max. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce pertinent pour l'entraînement marathon ou même 10 km? Selon moi, pas autant qu'on ne le croit. Pour travailler autour de mon pace marathon, faudrait donc que je cours à une vitesse comprise entre 76 et 88% de ma VMA. Avouez que c'est pas super intuitif. Maintenant, si on utilise l'autre méthode, c'est-à-dire en se basant sur l'allure de compétition visée, les choses sont un peu différentes. Mon allure marathon, c'est 3,19 par kilomètre, ce qui devient alors ma valeur de référence. Donc entre 95 et 105% de cette vitesse, soit entre 3,09 et 3,29 du kilomètre, je sais que je travaille à l'allure spécifique. C'est donc facile avec cette approche de savoir dans quelle mesure je travaille une allure proche de mon pace de compétition visé. Mais il y a encore plus intéressant. Si nous jetons un œil aux allures entourant 100% de ma VMA, donc entre 95 et 105%, on obtient, comme je vous disais tout à l'heure, des allures de 2,35 à 2,51 du kilomètre. Maintenant, regardons à quoi correspondent ces valeurs dans l'autre référentiel, celui de l'allure spécifique. On réalise qu'elles correspondent à des pourcentages compris entre 116 et 128% de mon allure spécifique marathon. Ma question est la suivante. Est-il souhaitable de s'entraîner si loin de l'allure spécifique? C'est une vraie question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Il manque clairement d'études scientifiques sur le sujet qui en fait devraient s'intéresser à l'influence de travailler à l'allure spécifique sur la performance en course à pied. Il est pourtant assez courant dans le monde de la course de s'entraîner à de tels pourcentages de VMA. Bien sûr, cela ne sera pas vrai pour tous les entraîneurs ou pour tous les coureurs, dont la prescription d'allure d'entraînement, elle dépendra de la compréhension de la physiologie de chacun. Toutefois, je vais quand même vous donner mon sentiment. Mon expérience, elle m'a montré que mes préparations où j'ai cumulé beaucoup de travail à l'allure spécifique, elles ont presque toujours mené à d'excellentes courses. Et là, je pense particulièrement à ma saison 2019, mon premier sub 32, 31 minutes 36, saison durant laquelle j'avais été hyper minutieux sur le travail à allure spécifique, ou même encore plus récemment lors de ma prépa marathon, où le volume à allure marathon était énorme. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est l'importance selon moi de suivre le volume hebdomadaire. Parmi tous les plans d'entraînement que j'ai pu regarder, j'ai réalisé que cette donnée, elle était présente dans environ 50% d'entre eux. Alors on l'a vu avec l'exemple de Paula Radcliffe, le volume, c'est vraiment un facteur clé pour performer. Ce que je vous incite à faire, c'est de noter votre plus grosse semaine de course dans la dernière année environ et d'en faire une valeur de référence. Ensuite, exprimez chaque volume hebdomadaire en fonction de ce référentiel. Par exemple, imaginons un coureur, sa plus grosse semaine c'est 100 km, alors une semaine à 85 kg, ça correspond à 85% de son volume. C'est vraiment une donnée intéressante qui va vous permettre de suivre votre volume et de gérer votre charge. Finalement, je vais vous partager une logique que j'ai commencé à appliquer récemment avec mes coureurs. Durant les premiers 70% de votre saison, entraînez-vous à la cote d'effort. Faites vos entraînements à des cotes 6, 7, maximum 8 sur 10. Le but, c'est tout simplement d'augmenter votre forme et pas de travailler à l'allure spécifique. Ensuite, lors des derniers 30% de votre saison, entraînez-vous à l'allure spécifique et pas à la cote d'effort, puisque l'objectif, c'est de pouvoir courir à X vitesse pendant Y kilomètres. Voilà, je termine cette vidéo de façon un peu abrupte, en vous laissant peut-être un peu sur votre faim, mais en espérant avoir quand même apporté des éléments intéressants. Je sais que c'est un peu une vidéo technique, c'est quand même une vidéo dense, alors n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que ni la VO2 max ni la VMA ne sont des indicateurs parfaits, loin de là. Ils ont l'importance que nous leur donnons et comme nous l'avons vu, ils ont certainement été surévalués. Finalement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas choisir votre camp. Un peu comme la nutrition où choisir une diète restrictive, ça comporte toujours un risque important. Mieux vaut donc choisir une approche de l'entraînement qui est variée, qui est pas trop rigide et qui repose sur la connaissance et l'écoute attentive de ses sensations. Je remercie les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. On a gagné un paquet d'abonnés dans les derniers mois, notamment grâce à la vidéo sur le marathon qui a super bien marché. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée et en tout cas, moi, ça me motive à vous proposer du meilleur contenu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me partager votre ressenti ou même à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo, peut-être un peu plus théorique. Bonne course les machines, on se voit la semaine prochaine. Ciao!